Écho du temps, le podcast du Musée d'archéologie nationale. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écho du temps. Je suis Daphné Mavrocordatos et aujourd'hui, la collection d'archéologie comparée nous entraîne à la découverte de celui qui a grandement contribué à sa constitution, Jacques de Morgan. Archéologue, explorateur et ingénieur des mines, Jacques de Morgan est une personnalité incontournable du XIXe siècle. Son parcours atypique nous entraîne à travers des épreuves, des découvertes et surtout des voyages. C'est parti, commençons l'aventure direction le Val-de-Loire. Nous sommes le 3 juin 1857 dans le château de Biou, à Huisseau-sur-Cosson, près de Blois. Jacques de Morgan vient de naître. Il est le deuxième fils d'Eugène de Morgan et de sa femme, Louise Calonne d'Avesnes. Son frère, Henri, est né 3 ans plus tôt. La famille Morgan est d'ascendance aristocratique, mais elle connaît un déclin financier au cours du XIXe siècle. Les parents de Jacques sont la dernière génération à pouvoir vivre de leur rente. Les 2 frères devront travailler. Leur mère meurt alors que Jacques n'a que 7 ans. Dès lors, Jacques est élevé par son père qui lui transmet sa passion pour l'archéologie et les sciences naturelles. Il l'encourage à se constituer une collection avec les objets archéologiques et géologiques qu'il découvre sur les terres de leur famille. En 1867, à 10 ans, son père l'emmène à l'Exposition universelle de Paris. Cela confirme sa passion, c'est décidé, il sera archéologue. Mais son père ne voit pas les choses de cet œil-là. Voyons, on ne vit pas de l'archéologie et ce n'est pas pour rien qu'au XIXe siècle, c'est une affaire de nobles et de bourgeois. Et je vous le rappelle, la famille de Morgan est désargentée. Bon, il faut donc trouver un métier. Il sera ingénieur. En parallèle de sa passion pour l'archéologie, Jacques de Morgan poursuit une éducation dispersée entre différents établissements scolaires. De nature impétueuse, il ne montre un intérêt véritable que pour les sujets qu'il captive. Il est renvoyé de 2 lycées et continue son éducation avec des professeurs particuliers. Il raque son baccalauréat une première fois, son père le place dans une boîte à bachot, et Jacques finit par obtenir le précieux diplôme. Il peut maintenant faire ses études. S'il ne peut pas être archéologue, il veut au moins s'intéresser à la géologie. Il intègre alors l'école des mines, dont il sort diplômé dans les années 1880. En 1884, il rejoint sa première mission à l'étranger, direction la Malaisie. Associé à des financiers, il doit trouver des gisements d'étain et monter une société d'exploitation dont, en contrepartie, tous posséderont des parts. La Malaisie est alors sous protectorat anglais et Jacques de Morgan négocie avec le représentant britannique l'autorisation de mener son exploration. En échange, il devra dresser une carte de la région du Perak, encore très peu connue. L'expédition commence et vire très vite à l'expédition ethnographique. Jacques de Morgan explore, rencontre les autochtones, étudie leurs coutumes, leur langue, échange et collecte des objets qu'il rapporte en France. Durant les 2 mois d'exploration, Jacques, qui n'a que 25 ans alors, élabore sa méthode de terrain qu'il perfectionnera tout au long de sa carrière. En 1886, il part dans le Caucase, en Arménie, pour exploiter les mines de cuivre d'Aktala. Rapidement, des différences surgissent avec ses collègues donneurs d'ordre, et il démissionne. Ayant remarqué le potentiel archéologique de la région, il réussit à obtenir une mission scientifique gratuite du ministère de l'Instruction publique. En 1888, il mène alors sa première mission archéologique. Ses travaux permettent une première approche de la chronologie de la région. Fort de cette première expérience, il mène une grande mission, cette fois-ci de 27 mois, en Perse, de 1889 à 1891. Les résultats seront salués par toute la communauté scientifique. Son expérience dans le Caucase et alentour lui a conféré une grande notoriété qui lui vaut, en 1892, d'être nommé directeur du service des antiquités de l'Égypte. Bien que n'étant pas égyptologue, ses compétences diplomatiques justifient sa nomination dans un contexte colonial où la France et la Grande-Bretagne se partagent l'administration de l'Égypte. Il y restera jusqu'en 1896. Pendant ces 5 années,
Il lance un grand nombre de projets de valorisation et de recherche et se passionne pour la préhistoire égyptienne. Fin 1896, il est rappelé à Paris pour se voir confier dès 1897 la responsabilité de la délégation des fouilles françaises en Perse, qu'il assumera jusqu'en 1912, année de sa démission. À la fin de sa carrière, Jacques de Morgan, qui a toujours eu le souci de partager ses découvertes dans des publications et avec le public, lègue sa collection au Musée d'archéologie nationale. Revenons sur la carrière de cet éminent archéologue du XIXe siècle qui a grandement contribué à la constitution de la collection d'archéologie comparée du Musée d'archéologie nationale. Pour cela, retrouvons Christine Laure, conservatrice générale chargée de cette collection. Bonjour Christine. Bonjour Daphné. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter la collection d'archéologie comparée au musée, qui est une collection quand même assez singulière, presque un musée dans le musée? Oui, c'est un musée dans le musée pour certains spécialistes, parce qu'elle est constituée d'objets qui ont été rapportés exclusivement de l'étranger et qui représentent pratiquement l'archéologie de tous les continents. Évidemment, pas de manière exhaustive, mais par ensemble, par lot, plus ou moins représentatif quantitativement et qualitativement. Mais tous les continents sont actuellement représentés, que ce soit en matière d'archéologie à proprement parler, autant qu'en matière ethnographique, avec des ensembles qui ont été collectés à la fin du XIXe siècle. Est-ce que c'est une collection qui continue d'être alimentée aujourd'hui? Alors oui, d'une certaine manière, évidemment, les sources d'enrichissement se sont un peu limitées maintenant, puisqu'il n'y a pas d'accord particulier, de règlement particulier de partage. Comme vous le savez, les choses ont beaucoup évolué, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Mais il est possible d'acquérir d'abord par des dons, des donations, des legs, éventuellement. Et il est possible d'acquérir sur le marché de l'art des objets qui sont jugés particulièrement représentatifs. Justement, Jacques de Morgan a été un des plus grands donateurs de cette collection. On sait qu'il s'intéresse très tôt à l'archéologie, mais qu'il est rapidement contraint à suivre une autre voie. Mais il se redirige assez rapidement sur l'archéologie quand même. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, c'est une figure vraiment marquante de la seconde moitié du XIXe siècle et du tournant vers le XXe siècle. Il a définitivement marqué la discipline de son empreinte, dans la mesure où au départ, il n'était pas destiné à pratiquer l'archéologie. Il a été formé plutôt pour devenir ingénieur des mines, puisqu'il a intégré l'école des mines de Paris. Il a commencé d'ailleurs à travailler professionnellement dans ce secteur. Il a basculé du côté de l'archéologie professionnelle au moment de son expédition en Arménie, quand il s'est rendu compte que le montage financier lié à la prospection en fait, de mines d'étain, notamment dans la région, et de mines de cuivre, tournait court. Et il a réalisé que ce qui était un hobby jusqu'à présent prenait une ampleur un peu démesurée dans ses activités et que c'était vers ça qu'il tendait. Et donc, il a définitivement choisi la pratique professionnelle de l'archéologie à ce moment-là. Donc, c'était dans les années 1888-1889. Et donc, finalement, la consécration de sa carrière, on peut considérer que c'est en 1892, quand il est nommé directeur du service des antiquités d'Égypte. C'est quand même un moment assez important pour lui. Il y reste 5 années. Que fait-il pendant ces 5 années? Alors oui, pour situer un peu le pourquoi de sa nomination en tant que directeur du service des antiquités de l'Égypte, il faut tout de même rappeler le très grand succès de sa grande expédition en Perse, dite en Perse, mais il a été obligé sur le terrain d'infléchir en fait le parcours de son exploration. Mais il a passé tout de même 27 mois sur le terrain, avec un très gros financement de la part de la Commission des missions littéraires et scientifiques du ministère de l'Instruction publique. Et au retour, cette expédition a été saluée comme ayant été un très grand succès, avec énormément de données, énormément de matériel rapporté, à tel point qu'il a exposé pendant 6 mois le fruit de cette expédition. Et ça a été un tel succès que le gouvernement français a pensé à lui pour régler une situation délicate en Égypte, la situation délicate en fait du service des antiquités de l'Égypte, qui était traditionnellement attribué à un Français depuis sa création par Auguste Mariette, première moitié du 19e.
Donc Morgan a été appelé par le gouvernement français pour assumer ce poste de directeur alors qu'il n'était pas égyptologue, ce qui était jugé par les spécialistes comme assez paradoxal évidemment à l'époque, puisque derrière le développement de ce service, il y avait la grande figure de Gaston Maspero, bien sûr. Mais Maspero à l'époque n'a pas pu repartir, ne pouvait pas parce que, dans mon souvenir, il venait de prendre la chaire du Collège de France. Et dans les médias, il fallait trouver une autre personnalité. Comme Morgan s'était signalé par sa capacité à organiser les choses, à mener les hommes, ainsi que certaines capacités diplomatiques, il a été jugé tout à fait apte à remplir ses fonctions. Et surtout vis-à-vis des Britanniques qui tenaient le pays, bien entendu, sur le plan politique et économique. Et ça s'est avéré un excellent choix parce qu'en fait, pendant les 4 ans de sa direction, même les Britanniques ont reconnu qu'il avait fait du très bon travail. Et justement, qu'est-ce qu'il va mener comme mission ? Alors, il a complètement réorganisé son service. Il était très préoccupé par le délitement de ce service et notamment par rapport à la question des pillages. Vous voyez, ça n'est pas une question nouvelle. Mais en Égypte, au fur et à mesure que les découvertes, évidemment, se multipliaient et étaient rendues publiques, il y avait de plus en plus de pillages de la part des paysans qui cherchaient en fait à augmenter leurs revenus, évidemment. Et avec la montée aussi du tourisme, il faut penser que dans ce pays, la deuxième moitié du 19e siècle voit l'affirmation de l'activité touristique. Et il y a une sorte de négociation souterraine autour des antiquités. Et donc, Morgan, à la différence de son prédécesseur qui a été assez brutalement rappelé à Paris, a décidé de recruter notamment de nouveaux inspecteurs et de multiplier la surveillance sur le terrain. Il a aussi transféré et réorganisé le musée égyptien qui était à Boulac. Il l'a transféré dans un palais à Gizeh. Et c'est lui aussi qui a cherché à prévoir un nouvel établissement. C'est sous sa direction qu'a été conçu en fait le projet du nouvel établissement qui a été réalisé. Lui, il n'a pas pu poser la première pierre, mais l'établissement a été réalisé finalement puisque c'est le musée qu'on connaît sur la place Midan El Tahrir en plein centre du Caire. Et il a aussi créé le musée d'Alexandrie. Il a aussi entrepris pas mal d'expéditions, surtout dans le Grand Sud, dans le but d'établir des relevés de tous les grands monuments de la vallée, d'aider aussi à des actions de consolidation monumentale, en commençant par le temple de Komombo. Et il a mené tous ces travaux en collaboration avec Urbain Bourrian, qui était au Caire, pour la préfiguration, en quelque sorte, du futur Institut français d'archéologie orientale. Et donc, il s'adjoignait l'aide des missionnaires de l'époque, des jeunes qui étaient en formation en Égypte. Il a entrepris, évidemment, beaucoup de travaux par lui-même. On sait ses découvertes dans la région de Dachour, dans des tombes des environs de la pyramide de Dachour, des tombes royales, et aussi le tombeau du roi Iri-Or de la XIIIe dynastie, période intermédiaire, qui ont évidemment frappé l'opinion à l'époque, parce qu'il a aussi su très bien orchestrer la communication autour de ces découvertes. Il ne faut pas oublier qu'il a surtout fait des découvertes officielles en termes d'époque pharaonique, pratiquement, et que ses travaux liés au pré-dynastique et donc à la recherche de la préhistoire égyptienne, ou tout du moins des derniers stades de cette préhistoire, étaient effectués plutôt en marge de ses activités officielles, activités scientifiques et administratives officielles, puisque le service relevait du ministère des Travaux publics à l'époque, en Égypte, et que ce ministère a refusé de prendre en charge les recherches liées à la préhistoire, parce que c'était considéré comme des travaux liés à la géologie. Et c'est assez intéressant, justement, concernant la considération qu'on pouvait porter à ces recherches. Et du coup, est-ce qu'on peut considérer quand même qu'il a un peu posé les bases de toute une recherche en Égypte qui continue à se faire aujourd'hui ? Alors oui, c'est certain. Maintenant, il est quand même reconnu officiellement comme celui qui a eu la toute première intuition réellement scientifique, argumentée, même si c'était de manière incomplète,
concernant les découvertes justement du chalcolithique. Aujourd'hui, on considère que ce sont les couches du chalcolithique. Chalcolithique qui est donc tout le 4e millénaire, pour simplifier. Et il est considéré comme le premier ayant réellement perçu à la fois la valeur du matériel découvert et sa place dans l'histoire humaine, même si, bien sûr, il était aussi en position, en tant que directeur du service, d'octroyer les autorisations de fouilles à Petrie, et que Petrie, ayant davantage de temps, ayant travaillé davantage dans la durée, dans la vallée, ayant été confronté à davantage de matériel de découverte en quantité industrielle, vu l'ampleur de ces fouilles, c'est Petrie qui a, en effet, réellement malaxé toutes ces découvertes, qui les a reconsidérées, classées, qui a mis au point sa fameuse méthode pour arriver à trier le matériel contenu dans les tombes et à l'organiser d'une manière typochronologique. En fait, chacun des deux hommes a contribué largement à la définition du prédynastique égyptien. Et c'est vrai que, bien sûr, c'est Petrie qui est un peu la figure tutélaire dans la mesure où il a mis au point une méthode qui nous sert toujours sur le terrain. On commence toujours par revenir, en fait, à ses premières définitions. Même si maintenant, bien sûr, d'une manière chronologique, les choses ont été considérablement affinées. Alors justement, quand on voit tout ce qu'a lancé Jacques de Morgan et qu'on sait qu'en fait, il est relativement peu connu du public français aujourd'hui, on peut se demander comment ça se fait qu'une figure en fait si importante finalement. Il y a plusieurs explications possibles. D'une part, le caractère du bonhomme, qui n'était pas facile, très ombrageux, assez susceptible, très conscient de sa valeur. Il est certain que de son vivant, il a été très apprécié de beaucoup de ses collègues. Par exemple, il était ami avec Edmond Potier, conservateur au musée du Louvre. Il était très proche de Salomon Reynac. Il est devenu proche d'Henri Hubert, qui a été chargé de l'organisation de la salle de comparaison, qui était fondée pour une large part sur la collection qu'il avait donnée en 1910. Donc il a été très proche de certains de ses contemporains, mais en même temps, tous regrettaient son caractère ombrageux et assez susceptible au point qu'il a refusé finalement, quand pour la 2e ou 3e fois, on lui proposait d'être correspondant de l'Institut, il a refusé parce qu'il considérait qu'il aurait dû être membre à part entière vu les services qu'il avait rendus à la nation. Et il se comparait notamment à d'autres qui étaient en effet correspondants de l'Institut et il trouvait que ce n'était pas digne de lui. Et il n'a pas eu de position officielle, académique officielle, en dehors de ses responsabilités, par exemple, quand il est parti en Perse à la demande du gouvernement français pour créer la délégation française en Perse. Il a assumé évidemment cette charge de directeur, de délégué général, mais ça n'était pas une position académique à proprement parler. Et comme en plus il est parti en démissionnant avec fracas en 1912, à la suite de démêlés avec l'administration qui avait changé, qui lui demandait des comptes sur la manière d'utiliser les financements annuels, en fait il est retombé très vite dans un certain oubli qui a aussi été entretenu du côté familial. Il y a eu une sorte d'omerta, d'oubli volontaire. Il ne fallait pas parler de cet homme dans la famille, si je puis dire, dans la mesure où il avait divorcé de sa première femme, qui était une femme de son milieu, qui l'avait accompagné dans ses premières expéditions, notamment en Perse, qui lui avait donné une première fille, mais il s'est séparé, donc à l'époque, dans ce milieu aristocratique, ça n'était pas très bien perçu, et pour se remarier avec une roturière. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'il a quand même beaucoup eu le souci de transmettre tout ce qu'il découvrait dans des publications, mais aussi en donnant ses collections au musée, notamment au Musée d'archéologie nationale. C'est aussi pour ça qu'on en parle, nous, aujourd'hui, au musée, parce que c'est une figure importante. Mais justement, qu'est-ce qu'il a fait pour valoriser ses collections ? Oui, c'est une personnalité qui est quand même très attachante pour cet aspect-là, parce que toute sa vie, depuis son plus jeune âge, depuis sa première expédition en Malaisie, il a eu le souci de rapporter d'abord des preuves de ce qu'il affirmait, des preuves de ses découvertes,
et d'en faire profiter le public à différents niveaux. Évidemment, la communauté scientifique, les spécialistes, bien sûr, mais aussi d'essayer de trouver le moyen d'en faire profiter un plus large public, le public cultivé, bien sûr, et surtout de faire bénéficier toutes les institutions officielles, académiques et autres qui pouvaient héberger les objets, les spécimens naturalistes, parce que le Muséum national d'histoire naturelle a été grandement bénéficiaire aussi de ces expéditions, et de montrer en fait le bénéfice de toutes ces expéditions qui étaient quand même menées sur fonds publics. Et donc lui, il se trouvait redevable et il n'était pas question de s'approprier les objets qu'il a conservés, par exemple, dans sa collection personnelle entre la fin du 19e siècle et sa donation de 1910. Il les a conservés uniquement pour s'en servir pour ses publications, pour les utiliser comme éléments de preuve. Mais dans son esprit, bien entendu, tout ça devait aboutir dans les collections publiques. Et c'est pourquoi la collection qu'il a donnée en 1910 a été absolument essentielle au développement de l'établissement du Musée des Antiquités nationales de l'époque. Et mis à part ça, on sait aussi qu'il laissait souvent une partie des collections qu'il retrouvait, il les redonnait aux... Oui, alors lui, il faisait partie des scientifiques étrangers, français ou enfin européens, qui prenaient le parti de laisser une part des découvertes, évidemment, sur place, dans le pays où était menée l'expédition, alors qu'il n'y avait pas encore souvent de règlement de partage rédigé et d'accord entre États. Et ça a été le cas, par exemple, pour toutes les grandes découvertes d'époque pharaonique qu'il a effectuées. Évidemment, elles sont visibles au musée égyptien au Caire. Et il faut penser, par exemple, au fameux scribe. Le scribe du Caire, c'est lui qui l'a trouvé. Merci beaucoup, Christine, de nous avoir présenté l'histoire de ce personnage quand même incontournable pour l'histoire de l'archéologie française à l'étranger et aussi de nos collections. Je vous remercie. Et j'invite fortement les auditeurs à retourner, à consulter le site web dédié à Jacques de Morgan qui a été créé dans le cadre de la collection Grand Site Archéologique, qui est une collection de websites sur toute la pratique de l'archéologie française, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger. Tout à fait. Donc pour ça, je vous invite à vous rendre sur archéologie.culture.gouv.fr/Jacques-Morgan et aussi sur le site internet du Musée d'archéologie nationale dans la rubrique podcast dans laquelle on vous a mis quelques informations sur ce personnage et la collection d'archéologie comparée. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur les collections du Musée d'archéologie nationale. C'était Écho du temps, le podcast du Musée d'archéologie nationale.